bonjour à tous, bienvenue dans cette controverse, changer les impôts, changer la société, point d'interrogation. Je suis Pierre Boyer, professeur d'économie à l'École Polytechnique, directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques, et nous avons la chance d'avoir deux intervenants de grande qualité qui, par leur expérience et leur fonction, vont nous permettre de répondre à cette question brûlante. Alors tout d'abord, Emmanuel Vargon, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2022 président de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Cette commission joue un rôle clé pour le bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz et vous avez été en première ligne pour protéger les consommateurs lors de la dernière crise énergétique. Le grand public vous connaît car vous avez été secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire et ministre délégué au logement. Pascal Demurger, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2009 directeur général de l'assureur mutualiste La Maïf. La Maïf est depuis 2020 une société à mission garantissant le respect d'engagements sociaux et environnementaux. Vous intervenez également dans le débat public en tant que coprésident du mouvement entreprise Impact France, une organisation patronale qui fédère et représente les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises engagées pour construire une économie prospère, juste et respectueuse. Doit-on changer les impôts pour changer la société ? Si la fiscalité est un élément clé dans la structuration de l'État, l'acceptation des impôts par les citoyens reste une question centrale de notre démocratie. En 2025, la relation des Français avec leurs impôts ne peut pas être considérée comme apaisée, comme le montre le baromètre des prélèvements obligatoires. Comment repenser la fiscalité pour qu'elle soit plus juste, plus efficace et mieux acceptée par les citoyens ? Quel rôle la fiscalité peut-elle jouer pour accompagner les transitions sociétales et environnementales ? Comment concilier souveraineté fiscale et attractivité économique ? Nous allons essayer de répondre à ces questions pressantes avec une première question pour nos deux intervenants. Quel état des lieux faites-vous de notre pays, Emmanuel Vargon ? Merci beaucoup. Je vais plutôt essayer de m'appuyer sur mon expérience comme secrétaire d'État et notamment au moment du grand débat pour répondre à cette question sur la fiscalité, les impôts et la dépense publique. En fait, pour moi, les impôts sont acceptés sous un certain nombre de conditions. La première, c'est que les Français aient vraiment l'impression que chacun contribue. Donc c'est la question de la manière dont les contributions, les impôts sont répartis. Est-ce que chaque catégorie contribue réellement en fonction de ses facultés ? Et donc l'égalité, l'équité, la question donc des niches fiscales, la question des exemptions d'impôts, la question des impôts sur les Français qui sont les plus aisés, c'est, je pense, une question très importante sur l'acceptabilité. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on sait à quoi servent nos impôts ? Et sur ce sujet-là, je pense qu'on est maintenant avec un vrai point d'interrogation, avec un paradoxe auquel on ne répond pas très bien, un niveau d'imposition et de dépenses publiques élevé et des grands services publics qui expriment leurs difficultés. L'école, la justice, la santé. Et donc la réponse à l'acceptabilité et à la capacité à contribuer, elle est aussi dans la qualité du service public. Et je voudrais finir par cette expérience du grand débat national, qui remonte un peu, sur laquelle on a eu des publications récentes, des cahiers de doléances, et nous on avait beaucoup travaillé à l'époque, je dis nous, parce que j'étais co-animatrice de ce grand débat au titre du gouvernement. Et on avait cherché dans ce grand débat, beaucoup de personnes avaient parlé de la dépense publique et de l'impôt. Et ce qui revenait, c'était ces deux questions-là notamment. Et on y avait apporté en partie des réponses qui n'ont jamais été reliées au grand débat, ce qui est bien dommage. La première réponse, c'était les maisons de services publics. Dire il faut absolument garder des services publics de proximité. Et donc il faut des maisons de services publics qui soient un peu partout réparties sur le territoire et qui répondent à l'accès aux services publics. La deuxième, c'était la prime d'activité, c'est-à-dire une forme de redistribution pour ceux qui travaillent, pour répondre à la question comment faire en sorte que le travail paye toujours et que ceux qui contribuent, qui payent des impôts et qui travaillent, aient le retour de la solidarité. Et donc pour moi, il faut qu'on revienne à ces grandes questions fondamentales pour pouvoir continuer à avoir un vrai consentement à l'impôt. Merci pour ces premiers éléments. Pascal ? Alors votre question est vaste, hein, l'état de la situation en France. Moi je suis assez frappé d'ailleurs depuis 2 jours en écoutant un certain nombre d'intervenants, de voir qu'il y a du côté des dirigeants, et notamment des dirigeants d'entreprise, un vrai volontarisme, une vraie détermination, et qui malheureusement quand même, j'ai l'impression, fait un peu le pendant avec une espèce de tétanie du côté des politiques. Et c'est vraiment pas le moment d'être tétanisé.
Enfin, on est face à un certain nombre d'urgences qui sont essentielles et presque existentielles. 3 urgences pour simplifier. Évidemment, une urgence économique. Je crois qu'elle n'échappe à personne. On a un effondrement d'un certain nombre de filières industrielles. Tout le monde a évidemment en tête le textile. Nous n'avons plus, et c'est quand même à pleurer, d'industrie textile en France. Plus de 30 000 suppressions d'emplois dans cette seule filière en simplement quelques décennies. Et on pourrait évidemment multiplier les exemples face évidemment à une agressivité des États-Unis, de la Chine, et qui va se retourner encore plus fortement sur le marché européen, sans parler bien sûr de la question des déficits publics et de l'endettement. Une urgence économique qui, je crois, n'échappe à personne. Une urgence écologique qui est de plus en plus présente, à un moment où, backlash ou pas, en tout cas, un certain nombre de reculs, et notamment de reculs de la part des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou européens, je ne parle même pas des reculs aux États-Unis, avec tout ce que l'on a vu très récemment sur le recul sur les énergies renouvelables, le recul sur l'agriculture, l'utilisation des pesticides, le recul évidemment sur le Green Deal, cet ensemble de directives qui avait été construit dans une logique d'accélération de la transition écologique, que ce soit à la fois le reporting extra-financier, la fameuse directive CSRD, que ce soit sur le devoir de vigilance. Enfin, quand je vois qu'on remet en cause le projet de directive sur le devoir de vigilance, alors que cette directive cumule à la fois un vrai sujet sur la transition écologique et en même temps une défense du territoire européen, parce que extraterritorialité, elle s'applique aux entreprises non européennes, j'avoue que ça dépasse un peu l'entendement. Et le résultat, on le voit, Agnès Pannier-Runacher a publié une interview, a accordé une interview au Monde avant-hier, expliquant que, oui, au premier trimestre 2025, la France avait reculé. Les émissions de gaz, de carbone de la France au T1 25 sont supérieures à celles du premier trimestre 2024, alors que dans le même temps, la Chine publie des chiffres absolument records sur la réduction de leurs émissions. Urgence économique, urgence écologique, urgence sociale, je vous rejoins complètement, Emmanuel, sur une société au fond dans laquelle il y a une espèce de préférence implicite pour la rente versus le travail. Moi, quand je suis né, le patrimoine des Français moyens, en moyenne, était composé aux 2/3 d'épargne fruit du travail et 1/3 seulement fruit de l'héritage. Aujourd'hui, on est dans une proportion inverse. Ça veut dire que, en un peu plus de 50 ans, on va arrondir, ça veut dire que non seulement on n'a pas progressé, mais on a régressé. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui rentre sur le marché de l'emploi, il n'y a plus la perspective qu'avaient nos parents, tout simplement de pouvoir changer de conditions sociales par le travail. Le travail ne permet plus ça, et c'est évidemment extrêmement grave au plan sociétal, avec les risques que vous pointiez, et le risque sous-jacent d'un clash intergénérationnel, d'une génération montante qui, évidemment, se rend bien compte que les conditions dans lesquelles elle va évoluer seront infiniment moins bonnes que celles de leurs parents. Merci pour cet état des lieux. Et donc du coup, vous pouvez les applaudir. Et donc maintenant, si on va un peu plus dans le détail et qu'on pense vraiment aux impôts, peuvent-ils permettre de changer la société? Est-ce l'instrument miracle pour partager l'effort, nous protéger et orienter les comportements des entreprises et des ménages? Et je vous repasse la parole, Pascal. Alors non, ça n'est pas l'instrument miracle, c'est un instrument, et c'est un instrument qui peut être puissant si on l'utilise bien. Je commençais en disant que les politiques, on a le sentiment aujourd'hui, sont tétanisés. C'est vraiment pas le moment d'avoir peur. Et face aux 3 urgences que je décrivais, urgence économique, urgence écologique, urgence sociale, je pense que la politique fiscale peut être une réponse, pas la réponse exclusive, mais peut être une réponse efficace à chacune de ces 3 urgences.
Si on les reprend dans l'ordre. Face à l'urgence économique, je pense que ce qui s'est passé en janvier 2025, l'élection d'un certain Donald Trump à la Maison-Blanche, fait complètement basculer la manière dont on conçoit aujourd'hui la mondialisation, pour faire vite, le commerce international. Les règles de l'OMC sont en train de voler en éclats et, j'allais dire enfin, on est en train de considérer que peut-être que l'ouverture sans aucune protection n'est pas la réponse exclusive, notamment aux problèmes économiques de l'Europe. Et donc oui, je crois que la fiscalité doit aider sur le plan économique à une forme de protection du continent européen, et évidemment de notre pays. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment des choses mesurées. Il ne s'agit pas de rentrer dans le délire trumpien de droits de douane complètement erratiques et complètement, sans aucune logique économique. En revanche, on a des mécanismes. D'abord, ce qu'on appelle le MACF de manière un peu techno, c'est-à-dire tout simplement la taxe carbone aux frontières, qui aujourd'hui n'est réservée qu'à quelques matières premières qu'il faut impérativement généraliser à l'ensemble des produits finis. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire que les industries européennes sont soumises à un certain nombre de normes environnementales qui leur imposent d'investir dans la dépollution de leur production. Quand on importe des produits fabriqués en dehors d'Europe, évidemment, il faut que les mêmes exigences s'appliquent. Et pour faire appliquer ces exigences, il y a un mécanisme de compensation pour que l'on soit dans une équité, finalement, des termes de l'échange. On pourrait parler, évidemment, de droits de douane ciblés, les véhicules électriques chinois. On pourrait parler d'autres mécanismes. Je parlais tout à l'heure de l'extraterritorialité des normes. Il faut impérativement qu'un certain nombre de normes, notamment sur la transition écologique, s'imposent également aux industries non européennes lorsqu'elles veulent vendre sur le marché européen. Ça, c'est pour répondre à l'urgence économique. Je crois qu'on doit changer de mindset, passer en quelque sorte de la logique du traité de Rome à la logique du Green Deal et enfin considérer la question de la souveraineté économique. Sur le plan écologique, c'est clairement... Alors, le sujet de la protection dont je viens de parler répond à cette question de la transition écologique. Je crois qu'au-delà, ça dépasse un tout petit peu la fiscalité, mais on reste dans le domaine des finances publiques. Je crois qu'au-delà, il faut enfin commencer à réfléchir à la question de la conditionnalité des aides publiques. L'État, les collectivités locales, l'Europe versent des sommes extrêmement importantes aux entreprises et à l'ensemble de l'économie, sans aucune conditionnalité, c'est-à-dire de manière indifférenciée, selon que les entreprises qui les perçoivent font des efforts réels d'investissement en matière de transition écologique ou qu'elles ne les produisent pas. Il est temps de fixer un certain nombre de conditions. C'est la même chose, bien sûr, sur les clauses environnementales et sociales d'ailleurs, sur les appels d'offres publics, avec, pourquoi pas enfin, une préférence européenne. On va revenir après sur les instruments, peut-être Emmanuel Vargon. Oui, je ne vais pas forcément me placer sur le même plan que Pascal, en fait. Sur la fiscalité, je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur la fiscalité comme facteur de changement de comportement. Parce que la fiscalité, facteur de changement de comportement, c'est une autre manière de parler du signal-prix, c'est-à-dire en français dire il faut que les impôts orientent, la fiscalité au sens large, oriente vers tel ou tel type d'action. Et là, la grande question, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire de ne pas passer par un signal qui soit un signal négatif extrêmement restrictif sans avoir de solution. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé au moment de la crise des Gilets jaunes, quand la taxe carbone a augmenté très vite et que la réaction a été « Ok, mais comment on fait pour changer de voiture ? Comment on fait pour passer de la voiture thermique, surtout quand on n'a pas énormément de moyens, que c'est une voiture d'occasion, jusqu'à une voiture électrique qui, il y a quelques années, coûtait extrêmement cher. Entre-temps, les prix, heureusement, ont baissé. Et donc la fiscalité, elle peut intervenir comme signal prix si les solutions sont là et qu'elles sont à l'échelle.
Donc d'abord, il faut des solutions industrielles, donc il faut des innovations, il faut des entreprises pour les porter, pour les développer. Et ensuite, il faut un écosystème de soutien à ces solutions. Alors cet écosystème, il peut être réglementaire, il peut être en accompagnement. Si je prends mon ancienne casquette de ministre du Logement, l'accompagnement à la rénovation énergétique, on avait créé MaPrimeRénov', qui a beaucoup évolué et beaucoup changé malheureusement de barème récemment, mais qui j'espère va se restabiliser, qui est une manière d'accompagner. Et MaPrimeRénov', c'est intéressant parce qu'avant, c'était un crédit d'impôt. C'était un crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu. Et donc l'impôt sur le revenu, il est payé que par la moitié des ménages. Et ce crédit d'impôt, il était utilisé par la moitié des ménages qui payaient l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire, en gros, la moitié de l'argent allait aux 20% les plus aisés. Donc c'était une politique anti-redistributive. Ça partait du budget de l'État, donc tout le monde contribue, et ça ciblait les 20% les plus riches. Et donc on en a fait une aide directe avec des barèmes, et l'aide est d'autant plus importante que les moyens sont bas, ce qui est quand même bien normal. Et donc, pour pouvoir ensuite remettre du signal prix sur le gaz, du signal prix sur les chaudières, ou pour pouvoir mettre de la réglementation contraignante, il faut vraiment avoir rendu le changement possible. Donc ça, pour moi, c'est un enseignement très important de politique publique. Il ne faut pas donner l'impression aux Français qu'on les place devant des injonctions contradictoires dans lesquelles on leur dit « vous ne pouvez plus faire ci, et débrouillez-vous pour faire ça. Débrouillez-vous pour la solution. » Il faut construire les solutions jusqu'à ce que les solutions soient suffisamment développées, réparties sur le territoire, abordables, organisées. Et à partir de là, on peut s'intéresser au signal prix, donc à l'outil fiscal. Merci pour ces interventions. Oui, vous pouvez l'applaudir. Une dernière question avant de faire réagir le public. Où devons-nous commencer pour changer la société? Voyez-vous des solutions concrètes qui pourraient améliorer la situation actuelle? Emmanuel? Changer la société en 3 minutes. Partager. Partager les diagnostics, discuter, écouter les gens, comprendre, partir des besoins, partir des territoires, partir des communautés locales, arrêter d'imposer des trucs par le haut et discuter localement. Merci. Pascal? Alors je partage complètement ce point. Il y a un sujet de maturité de notre démocratie en réalité dans notre pays. Prenons un sujet qu'on a évoqué rapidement, sur lequel je reviens, qui est pour moi est complètement central, qui est la manière dont la fiscalité pèse énormément sur le travail en France. Les chiffres ont été donnés, notamment dans le livre d'Antoine Fouché, dont je vous recommande la lecture, qui est absolument remarquable. Un salaire moyen en France, 2 300 € est imposé CSG plus cotisation sociale salariale plus impôt sur le revenu à 46%. L'imposition des revenus du capital, 30%. L'imposition moyenne des retraites d'un même montant de 2 300 €, 14%. L'imposition de la transmission par héritage, 6%. Il y a un débat à organiser dans ce pays, je crois, sur la manière dont on veut effectivement répartir cette charge. Il y a des solutions qui existent. On sait que le Parlement a voté en première lecture la taxe Zuckman sur les plus gros patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Il y a des projets sur la TVA sociale, sur d'autres sujets. Mais en tout cas, ça doit faire, contrairement peut-être à ce qui s'est passé avec le conclave sur les retraites, l'objet d'un débat extrêmement large, parce que c'est un débat qui est complètement structurant pour la société. Merci pour cette transition. Donc, du débat, on en a besoin. Merci d'être là, vous pouvez les applaudir. Et vous pouvez lever la main si vous avez des questions. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, il y a une question ici. On va prendre les deux et on va y répondre. Est-ce qu'il y a des micros qui peuvent circuler? Les micros pour les questions? Oui, ils sont en train d'arriver. Ici, la première. Et la deuxième sera ici. Ouais. Allez-y, levez-vous et présentez-vous. Et une question rapide. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Donc, moi, je suis ingénieur dans l'énergie et autres. Donc, les différentes problématiques, je les connais. Par contre, je suis un peu atterré par le niveau des mesures que prennent, d'un point de vue fiscal et législatif, les politiques actuelles. Est-ce que je me suis intéressé un peu à l'évolution du nombre de millionnaires rien qu'en France sur les dernières années, et je suis vraiment surpris qu'il y ait un tel bond par rapport à l'augmentation démographique. Et donc je m'interroge, est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique, morale, d'imposer plus les grosses fortunes pour mieux les redistribuer, ou alors c'est vraiment un cercle entre soi
et qui garde un pouvoir et qui ne permet pas la redistribution réelle et qui envoie sur des problématiques type sociétale, la peur de l'autre, l'immigration et autres, quoi. Merci. Merci pour cette question. Volonté politique. Vous pouvez passer le micro pour une deuxième question. Allez-y, monsieur devant. Et ensuite, non, le monsieur, oui, on a dit le monsieur devant et après, oui, tout au fond, je vous ai vu. On va vous amener le micro ensuite. Oui, bonjour. Allez-y, monsieur. Moi, je gère 35 salariés et je voulais savoir si vous ne pensez pas que la France, l'État français, délègue trop de choses qui en fait, comment dire ça, c'est à l'État de s'occuper. Par exemple, je parle du prélèvement à la source ou du versement mobilité. Le taux, il n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi c'est aux employeurs de s'occuper des transports publics ou de s'assurer du prélèvement des impôts, alors que c'est à l'État de s'occuper de ça. D'accord. Sinon, on peut continuer, on peut faire un versement école ou Merci. Ça sera l'employeur de gérer les Merci pour ces deux questions. Peut-être une réponse rapide. Qui veut commencer? Emmanuel? Sur la première question, je pense qu'on a effectivement une question du pacte social face à l'émergence d'un tout petit pourcentage de personnes ou de familles dont les revenus et le patrimoine ont explosé. C'est-à-dire la dispersion des revenus. Pascal parlait de la part du travail dans l'épargne et donc dans le capital. Mais pendant la même période, la dispersion des revenus a explosé. C'est-à-dire les très très riches sont beaucoup, beaucoup plus riches proportionnellement qu'il y a encore 10, 15, 20 ans. Et donc leur participation à l'effort d'un pays, je pense que c'est une vraie question. Je ne sais pas si c'est tellement dans le débat politique. Il se trouve que je pense que ni l'un ni l'autre ne sommes des spécialistes de ce débat fiscal. Mais en tout cas, je pense qu'en termes de débat de société, c'est quelque chose qui doit être mis sur la table parce que c'est une condition de cohésion de la société. Et pour la deuxième question, c'est une question de savoir où s'arrête l'État. En France, on est extrêmement paradoxal. Finalement, dès qu'on a un problème, la première chose que tout le monde fait, c'est se tourner vers l'État pour dire « mais que faites-vous ? Mais pourquoi c'est pas réglé ? Mais voilà, pourquoi l'État n'intervient pas ?» Donc, il faudrait aussi, si on pose le débat de quel modèle social et économique voulons-nous, qu'on ait un débat un peu plus apaisé sur jusqu'où doit aller l'État ou la somme des collectivités territoriales, parce que la puissance publique. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à... C'est vraiment un réflexe très français que d'aller chercher la puissance publique à chaque problème. Il y a d'autres pays dans lesquels ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Pascal? Non, moi je rejoins complètement Emmanuel sur la question de l'acceptabilité sociale de l'impôt et du sujet des inégalités. Moi je me souviens, en 1989, c'est un petit peu vieux, énorme grève chez Peugeot à Sochaux, parce que le Canard enchaîné révèle à l'époque la feuille de paye de Jacques Calvet, qui était le PDG de Peugeot à l'époque. Et on se rend compte de mémoire que Jacques Calvet gagne l'équivalent de 15 SMIC. Aujourd'hui, la moyenne des patrons de grands groupes, on est plus près de quelque chose comme 150 ou 200 SMIC, et parfois infiniment plus. Alors, c'est évidemment un nombre très limité de personnes. Financièrement, ce n'est pas un sujet majeur. Symboliquement, politiquement, socialement, c'est un sujet qui est complètement majeur. Et encore, l'explosion des inégalités est infiniment moindre en matière de revenus qu'en matière de patrimoine. Avec un taux d'imposition des patrimoines les plus élevés ou des revenus les plus élevés qui est très sensiblement inférieur au taux d'imposition moyen des Français. En gros, quasiment 50% d'imposition pour la moyenne des Français, et on doit être quelque chose comme 20-21% pour les revenus les plus élevés, parce que l'existence de niches fiscales qui sont extrêmement... qui rendent le risque effectivement
d'une absence de consentement à l'impôt demain et d'une espèce de révolte fiscale extrêmement forte. Merci. Malheureusement, on m'indique qu'on ne peut pas prendre d'autres questions alors que les mains s'étaient levées. Je suis vraiment désolé pour cela. Encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Un grand merci aux deux intervenants pour leurs exposés. Merci Emmanuel Vargon, président de la CRE. Merci Pascal Demurger, directeur général de la Maïf. Merci de votre attention et bonne fin de conférence à toutes et à tous. Un grand merci. Parce que...